Du coup, bonjour à tous, je m'appelle Jérémy Martinez et aujourd'hui on va parler DevOps sur Android. L'idée de ce talk, c'est que je vous présente un peu les bonnes méthodologies, la bonne approche, les bons outils afin de passer d'un guide push à une release sur le Play Store. La livraison continue, c'est maintenant possible sur Android, ça a longtemps été un grand chemin, trop long chemin. Là maintenant on est capable d'y arriver et c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Vous pouvez me retrouver sur Twitter, Jérémy Martinez ou sur mon blog. Je travaille actuellement chez Captain Train, et plus précisément sur l'appli Android, comme vous vous en doutez. On recrute, donc s'il y a des intéressés, n'hésitez pas à venir me parler après le talk. Et du coup, on va commencer d'abord avec une petite question. Combien de personnes aujourd'hui ont déjà développé une application Android, s'il vous plaît? Ok. Combien de personnes ont déjà développé une application Android professionnellement? Un peu moins. Ok. Et là, les process dépendent du contexte. C'est quelque chose que je voulais mettre en début de slot parce que justement, c'est un peu ma conclusion au final. C'est important de comprendre que tout ce que je vais présenter aujourd'hui, c'est une recette. C'est rarement applicable tel quel dans n'importe quel contexte. Voilà, les process, ça dépend vraiment du contexte, ça dépend vraiment de votre entreprise, de votre projet, de votre application. Typiquement, moi ici, chez Captain Train actuellement, on ne met pas tout ça en place encore. On y tend, on va y arriver, mais c'est un work in progress. Le DevOps, on va commencer avec une petite définition. Qu'est-ce que le DevOps? Alors le DevOps, c'est fluidifier le processus de mise en production en rassemblant les équipes de développement et les équipes opérationnelles. Donc déjà, quand on regarde la définition, on se rend compte qu'en tout cas sur Android, il y a un petit souci. Qu'est-ce qu'une équipe opérationnelle sur Android? Eh bien, il n'y en a pas. C'est pas quelqu'un dont je peux me lever et aller lui parler dans le bureau d'à côté. C'est pas quelqu'un que je vois au délit le matin. C'est le Play Store, c'est Google. Des fois, il est sympa, des fois, il l'est beaucoup moins. Du coup, l'idée de ce talk, justement, c'est que je vous montre comment on peut essayer d'améliorer les choses, d'améliorer cette relation qu'on peut avoir avec le Play Store. Et je vais commencer par l'intégration continue. Alors, pourquoi l'intégration continue? Tout simplement parce que du coup, c'est la base d'un process vraiment solide, c'est vraiment important. Et vous allez voir dans ce talk, je vais quand même enfoncer quelques portes ouvertes. C'est aussi parce que l'intégration continue, tous ces processus-là, c'est assez récent dans le monde Android, quoi qu'on en dise. Tout simplement parce que voilà, ça arrive de mieux en mieux, justement l'idée par des communautés comme la communauté Java, des choses comme ça. Mais voilà, c'est quand même assez récent et je vois encore beaucoup de projets qui tout simplement soit n'en ont pas, soit ont vraiment le strict minimum du minimum. Alors pourquoi faire une intégration continue? Tout simplement un build automatique, ça fonctionne partout, ça fonctionne pas que chez moi. Du fail fast, si ça fonctionne pas, je le sais tout de suite, j'attends pas le jour de la livraison. C'est testé constamment, donc à partir du moment où on a mis des tests en place, on va pouvoir tester constamment notre APK, donc notre application. Si c'est testé constamment, on est beaucoup plus serein. Le packaging est constant. Quand on package toujours de la même façon, le jour de la release, on n'a pas de souci. Et enfin, du coup, la conséquence, c'est vraiment des releases plus faciles. On est beaucoup plus serein dans notre processus, on a beaucoup plus confiance dans notre processus, beaucoup plus confiance dans notre code. On est serein, on va pouvoir release de façon simple et efficace. Donc comme je disais, c'est vraiment la base d'un process solide. C'est pour ça que vous allez voir dans ce talk, une bonne partie parle de l'intégration en continu. Parce que ça serait complètement fou d'aller en livrer, et je l'ai déjà entendu, de faire de la livraison continue ou des choses dans ce genre-là, sans avoir une vraie intégration continue qui fonctionne et qui a fait ses preuves. Une pipeline très classique d'une intégration continue. Donc 5 étapes, push, build, test, code quality et packaging. On fait tourner tout ça dans un Jenkins. Alors, c'est l'outil que j'utilise depuis le début. D'ailleurs, actuellement, je suis en train d'essayer des petites choses, mais voilà, pas de discrimination là-dessus. Le serveur d'intégration continue qui vous va bien. En tout cas, moi, dans mon cas, c'était Jenkins. Et on attaque par le push. Alors, le push, c'est juste vous montrer un peu comment on fonctionne chez Captain Train et comment je vais fonctionner dans pas mal de projets. Donc, en fait, on a une branche de dev, une branche master. La branche de dev, elle va accumuler tous nos commits. Quand on va vouloir release, on va merger la branche de dev dans master, on va taguer V19, on va continuer à travailler, on va vouloir relivrer V20. Quand un développeur va sortir une nouvelle feature, il crée une nouvelle branche, il commit dessus, il merge notre feature dans la branche de dev, et cette branche-là sera mergée plus tard du coup pour la V21. Ça fonctionne toujours comme ça. Et côté serveur intégration continue, on regarde deux endroits. On va tout d'abord regarder la branche de dev afin de lancer le reste de la pipeline en dev, et ensuite la branche master afin de lancer le reste de la pipeline en release. Le build,
Donc là, pareil, des portes ouvertes, deux builds, un build de debug, un build de release, tout simplement parce qu'il faut signer l'APK de façon différente. Le build de debug, il va vous servir tout au long de votre processus de développement, et le build de release sera uniquement fait lorsque vous aurez besoin de livrer. Gradle. Alors, la dernière fois, j'ai fait la conférence au Paris Android User Group. Il y en a qui m'ont dit qu'ils utilisaient encore Maven ou des choses comme ça. Arrêtez, s'il y en a dans la salle. C'est pas une bonne idée. Gradle, c'est vraiment supporté par Google. C'est vraiment un bon outil. Il a ses défauts aussi, mais actuellement, on est vraiment chanceux d'avoir. En tout cas, moi, je trouve que l'environnement de développement a beaucoup évolué depuis les dernières années avec Android Studio, Gradle. Donc voilà, il ne faut pas s'en passer et aller dans ce sens-là. Les tests. Alors les tests, je vais m'attarder un peu plus parce que ça me tient un peu à cœur. Donc oui, on peut même faire des tests sur Android. Je suis sûr que, en tout cas, les développeurs de la salle Android ont tous entendu le « Ah ouais, mais sur Android, c'est galère, faut brancher un device, ça marche pas souvent. On passe plus de temps à les fixer qu'à les lancer. » Ok, bon. Mais là, c'est plus le cas. Concrètement, pareil, ça fait, je dirais, une bonne année maintenant qu'on est capable de réaliser des vrais tests qui marchent. Bah déjà, quelque chose qui va nous aider, c'est au niveau test unitaire. On a enfin JUnit 4. Oui, je sais qu'il y a JUnit 5 qui est sorti, mais on a quand même JUnit 4. On va aussi pouvoir tester Android directement grâce à Roboelectric. Est-ce qu'il y en a dans la salle qui ne savent pas ce que c'est Roboelectric? Ok, donc il y en a pas mal. Donc Roboelectric, c'est quoi l'idée? C'est en gros, ça va charger les classes Android dans votre classe loader au moment de vos tests, en test unitaire. Donc ça va être en fait chargé Android sur une JVM classique. Vous n'allez pas avoir besoin de les runner sur le device justement ces tests-là. Ça va charger des shadows ou des implémentations custom, mais au final, ça va utiliser au maximum le code Android et ça va permettre de réaliser les tests Android directement en test unitaire, ce qui est vraiment un confort et ne pas avoir à brancher un device ou autre chose. Pour ça, il faut juste rajouter deux annotations. Le premier qui est un test runner custom, donc Roboelectric test runner, et une annotation de config qui va permettre de configurer typiquement manifeste. Je sais pas, il y a quoi? Le SDK pour lequel on lance ce test, si on voulait le lancer pour un SDK particulier. Oui, ou encore les chemins vers les sources ou vers les assets si on a des chemins particuliers. Donc oui, on peut tester Android, mais en fait, il ne faut pas tester Android. Ce qu'on veut tester, c'est notre utilisation du framework. On ne veut pas tester l'implémentation du framework. Concrètement, j'ai déjà vu des gens tester qu'une activité fonctionnait bien comme une activité, avec son bon cycle de vie. Ça, ce n'est pas votre rôle, vous ne voulez pas prendre cette charge de travail à votre compte. C'est Google, ils le font et il n'y a pas de souci. Mais voilà, ce n'est pas des tests qu'on veut faire. J'ai déjà vu des gens tester le package manager. C'est pareil, ce n'est pas votre rôle, ce n'est pas votre besoin. Voilà, plein de choses comme ça. Donc ne testez pas Android, testez vraiment votre utilisation d'Android. Utilisez des frameworks d'assertion. Je vois encore beaucoup de tests écrits avec du Amcrest ou des JUnit ou JUnit pur. Concrètement, actuellement, il y a vraiment des frameworks d'assertion qui existent. Il y en a deux principalement que j'ai utilisés, il y a Truth ou Assertj. Je pensais par Assertj. Assertj, tout simplement, c'est vraiment utile sur Android parce que Square, que je pense dans la salle tout le monde connaît, a écrit une librairie qui permet d'avoir des asserts custom pour les vues et pour un peu tous les objets Android. Donc c'est assez handy. Et à Truth. Alors moi, ma préférence va à Truth parce que la plupart du temps, les asserts custom, c'est facile à réécrire et au final, c'est plus intéressant. Et du coup, Truth, si vous êtes intéressé, j'ai présenté un quickie hier et il y a un article sur mon blog, donc il ne faut pas hésiter à aller checker. Mais voilà, utilisez des tests d'assertion, vous allez gagner un framework d'assertion, vous allez gagner en lisibilité, en richesse au niveau de votre API. Ça va vous simplifier la vie. On sait que les tests, c'est pas forcément la partie que tous les développeurs préfèrent. Ça, on en est bien conscient, mais voilà, il faut. Tests d'intégration. Il y a longtemps eu un débat Espresso ou Robotium. Je pense que concrètement, aujourd'hui, pour un projet from scratch ou des tests from scratch, pour moi, il ne faut vraiment pas hésiter. On part sur du Espresso. Ça a fait ses preuves, c'est officiellement supporté. Il y a de la documentation. Waouh. Oui, Google, merci. Actuellement, on est quand même vraiment capable d'arriver à traiter tout le processus. Tout marche bien. On a vraiment un outil qui fonctionne maintenant. Donc voilà, il ne faut pas hésiter. Alors ça va peut-être faire un peu débat, mais grosso modo, moi je pense qu'il vaut mieux tester uniquement les user flows principaux. Penser qu'on est capable de tester en intégration, donc tester toute la partie vue, etc. complètement, c'est juste se tirer pour moi une balle dans la jambe, tout simplement parce qu'on ne va pas y arriver. Une interface utilisateur, ça évolue, ça change beaucoup. Quand on est une grosse équipe, tout le monde travaille dessus. Voilà, on ne veut pas gérer tous les petits cas d'erreur. On veut vraiment tester le user flow principal, celui pour lequel votre
client, votre utilisateur vient utiliser votre application. Typiquement, un exemple chez Captain Train, nous on fait recherche, panier, paiement et billets. Donc nous on vend des billets de train. C'est vraiment ce qu'on veut faire. Si on n'est pas capable d'accomplir ce chemin-là, notre application n'a plus de valeur. Donc c'est pour ça qu'on va vouloir vérifier qu'il fonctionne bien. Mais je ne vais pas aller vouloir vérifier que quand j'ai une carte enfant plus, une carte voyageur, que j'emmène ma grand-mère avec une carte week-end, à la fin j'ai le bon résultat. Ça, c'est pas possible. Et dans ce cas-là, je pense que je passerai plus de temps à faire du test qu'à apporter de la valeur à la boîte. Voilà pour les tests. On va passer au code quality. Quand je disais que les process dépendent du contexte et qu'on ne faisait pas tout chez Captain Train, je pense que c'est l'exemple parfait. Chez Captain Train, tout le code est mergé. Avant d'être mergé, tout le code est reviewé. Du coup, ça nous permet, au niveau du code quality, de ne pas trop utiliser d'outils. On compte vraiment sur les codes review, les choses comme ça. On s'appuie énormément dessus et je pense que ça marche. En tout cas, dans notre cas. Mais ça m'est déjà arrivé d'être avec une équipe un peu plus junior ou d'être tout seul, même sur un projet Android. Et qu'on me demande des métriques ou qu'on me demande un suivi, ce qui est totalement normal, au moins de s'assurer que tout va bien. Et typiquement, il y a des outils qui existent. Donc le premier, c'est SonarQube. Tout le monde connaît SonarQube dans la salle? Voilà, je pense que ça fait ses preuves, c'est du Java. En Android, ça marche aussi. Ça va permettre de monter pas mal de métriques qui vont être intéressantes. Et c'est vraiment très très peu cher à mettre en place. L'autre, c'est Lint. Alors, là, pareil, il y en a qui ne connaissent pas Lint dans la salle? Ok. Alors Lint, c'est quelque chose qui va venir checker votre code, mais plus particulièrement votre code Android. C'est lui, par exemple, quand vous allez écrire une classe vous allez utiliser une méthode qui est disponible en API uniquement 20 et que vous supportez jusqu'à l'API 15, il va vous dire attention, là il y a peut-être une erreur. C'est lui qui va vous dire ah oui, là tu utilises une méthode, mais tu as besoin de cette permission, typiquement pour les positions, tu ne l'as pas demandé dans le manifeste, ça se mêle. Là, c'est vrai, il y a quoi? Oui, les translations. Tu dis que tu supportes le français et l'anglais, tu n'as pas traduit le français, ça paraît pas très bon. Et en fait, ce que peu de développeurs savent, en tout cas, c'est qu'on peut écrire nos propres règles Lint, en fait. Et là-dessus, je vais m'attarder un peu parce que c'est un domaine qui n'est pas très connu, en tout cas dans la communauté nous Android, et ça peut être vraiment très très powerful. Alors, on va voir un peu de code. Donc, la première chose à faire, en fait, c'est d'implémenter un detector. Donc là, on va étendre un ressource XML detector. Donc en fait, c'est vraiment un nouveau projet Java qu'on met à côté de son projet et qu'on est capable d'installer. Voilà, ça s'installe au même endroit. Là, c'est pas grave. Toute la partie gestion de projet, j'ai écrit un article aussi dessus si ça vous intéresse. Mais là, je vais m'attarder plus sur le code pour vous montrer à quel point c'est vraiment simple et rapide à mettre en place. Donc le ressource XML detector, donc on l'étend. Mais il en existe plein d'autres. Il y a le class detector si on veut les jouer avec les classes. Il y a le Java detector si on va les jouer avec le Java. Il existe des détecteurs pour tout que Google fournit directement dans l'API. La première étape, c'est d'écrire une issue. Alors une issue, c'est un peu verbeux, mais grosso modo c'est quoi? C'est un ID, c'est une consigne. Donc là, cette règle Lint, ce qu'elle fait, c'est que chez Captain Train, tous nos attributs custom sont précédés par CT. Afin de gagner en normes et ça permet d'éviter les clashs aussi, tout ce genre de choses. Typiquement, donc une consigne, pourquoi on le fait? We prefix all our TTRs to avoid clashes. Voilà. La typographie, donc dans quelle catégorie ça tombe? C'est de la typographie. La priorité et le warning, donc ça c'est aussi, on peut vivre avec si on a ce problème-là, mais c'est mieux que ça soit corrigé. Et notre implémentation du coup qui pointe vers le scope et vers le détector qu'on est en train d'écrire. Ce détector, ce scope, voilà, il y en existe aussi pas mal qui correspondent un peu au détector, au détector justement, pardon. Donc il y a le détecteur pour le Java, il y a un détecteur pour les bytecode, des choses comme ça. Donc voilà, comment on implémente notre règle Lint? Ça c'est simple. On va filtrer d'abord. Alors, qu'est-ce qu'on va aller tester? On veut tester uniquement les fichiers XML. Donc on extend la méthode applyToOs, lintutils qui existe dans l'API. Est-ce que c'est bien un fichier XML? On veut uniquement aller regarder le dossier values. Là c'est pareil, on vérifie que le folder type il est bien de type values. Quels sont les éléments qui s'appliquent à notre règle Lint? On va regarder uniquement les tags ATTR. Qu'est-ce qu'on cherche là-dedans? On cherche l'attribut name de nos tags ATTR. Voilà. Et une fois qu'on a tout filtré, en fait, on arrive à la méthode visitElement. Donc au moment où on va arriver dans cette méthode, on est garanti de regarder les attributs name des tags ATTR qui sont dans le dossier values et qui sont un fichier XML. Donc en fait, tout ce qu'on veut. On va aller récupérer l'élément. On va vérifier que si ça ne commence pas par CT ou par Android,
Dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'il y a un problème et on va reporter l'issue. Donc on va reporter l'issue qu'on avait créé précédemment et on va reporter aussi la précision. Le texte en bas, ça permettra à l'IDE de vous afficher le bon warning parce que c'est directement intégré à l'IDE Lint avec Android Studio et c'est vraiment génial. Et du coup, vous allez pouvoir préciser quelle ligne pose problème, etc. Dernière étape, là on a fini notre détecteur, voilà, c'est tout ce qu'il y avait à faire. 4 méthodes à étendre pour bien filtrer et ensuite un visit element. Le Captain Registry, donc en gros on étend un issue registry, c'est ça qui est exposé et ça va être ça que va regarder l'int pour savoir quels issues custom on a. Et donc là on va fouiller par exemple, donc en étant la méthode getIssue, nous on n'en a qu'une. Voilà. Le résultat, c'est que dans le rapport, on aura quelque chose comme ça qui nous dira attention, là tu as une erreur, you must prefix your custom attr by city. Donc ça peut vraiment être très très puissant. Donc il ne faut vraiment pas sous-estimer les règles Lint. Il y en a vraiment pour tout. On est capable d'écrire tout ce qu'on veut avec. Et ça permet vraiment de garantir une certaine qualité dans notre code, tout simplement parce que on va faire des trucs qui sont vraiment adaptés à notre métier, adaptés à notre projet. Et qui sont peut-être des règles communes qu'on a élaborées avec l'équipe et dont on a tous accepté. Donc on va vraiment avoir en fait de la qualité de code qui va répondre à notre vrai besoin, qui ne va pas être générique. Le packaging, là je passe rapidement parce que c'est quand même très très simple et je pense qu'on le fait tous. Filtrez bien vos ressources, n'embarquez pas des choses que vous n'avez pas envie d'embarquer. La taille de l'APK compte. Il y a beaucoup de développeurs qui pensent qu'en apportant n'importe quelle librairie, après tout va bien. Il faut faire attention. C'est vraiment un motif pour que vos utilisateurs ne vous installent pas la place, des choses comme ça. Regardez si vous en avez besoin, notamment pas forcément pour l'obfuscation mais plus pour le tree checking, pour essayer de supprimer les méthodes que vous n'utilisez pas. Donc l'assemble. Signez votre APK et ne perdez pas le key store, ça m'est déjà arrivé, je sais. Et zip-align votre APK histoire de gagner un peu de place. La petite astuce que j'ai appris il n'y a pas longtemps, c'est qu'en fait, zip-align utilise un algorithme par défaut qu'on peut surcharger au moment de le faire. Et en fait, si on utilise l'algorithme qui s'appelle Zopfly, qui a été créé par Google, qui est pour l'instant pas par défaut, mais qui viendra souvent, le problème de cet algorithme, c'est qu'il est 3 fois plus long que l'algorithme par défaut. Par contre, il permet de réduire la taille de l'APK de 2 à 5%. Donc sur une application comme Captain Train qui fait 7 mégas, ça représente quand même 250 kg quasiment. Donc c'est pas négligeable et donc j'encourage. Voilà, donc à la fin, on a une intégration continue. Cette intégration continue, elle nous a permis de générer un APK. Super. Et 90% des développeurs vont s'arrêter là, ils vont aller mettre l'APK sur le Play Store tranquillement. Nous, on va aller plus loin et voilà, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, c'est voir les next steps pour essayer d'automatiser la suite. Du coup, la suite, c'est la livraison continue. Alors, la livraison continue, qu'est-ce que c'est? Petit rappel, automatiser les livraisons afin de pouvoir livrer rapidement et facilement. Voilà, c'est notre but, pas de souci. Il y a son petit cousin qui est le déploiement continu. Alors, le déploiement continu sur Android, c'est vraiment pas une bonne idée. Je vais expliquer pourquoi. Et c'est des débats qu'on a beaucoup, en tout cas dans la communauté, c'est est-ce qu'on doit livrer dès qu'on peut, est-ce que dès que quelque chose est fait? Donc moi je pense vraiment que non, et l'expérience me dit que non plus, pour plusieurs raisons. La première c'est, si votre user voit trop de mises à jour, il va se poser vraiment des questions. Déjà, ça l'embête, parce que nous sur Android, on n'a pas de mise à jour silencieuse, l'utilisateur le sait. Et ça l'embête vraiment, il va se dire, ça fait 3 fois qu'ils livrent aujourd'hui, ou ils ont livré 2 fois hier, soit ils ont beaucoup de bugs, soit ils passent du temps à prendre la bandwidth, des choses comme ça, ça commence pas, c'est bizarre. Et ensuite, en plus de ça, certaines mises à jour, quand vous allez devoir demander des permissions en plus, l'utilisateur va devoir les accepter. Donc faire encore une étape. Voilà, c'est des choses à mesurer. L'autre chose, c'est aussi passer de contenu. Alors, le problème de livrer tous les soirs, c'est que quand on nous demande qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans l'APK, dans cette version-là, on ne sait pas répondre parce que finalement, il n'y a pas grand-chose en une journée qui est fait. Des fois, on va pouvoir avoir une rose release, on va pouvoir communiquer dessus. Mais voilà, livrer tous les soirs, c'est avoir du contenu très pauvre dans chaque version. Et donc, en termes de marketing, en termes d'utilisateurs et de réponse utilisateur, d'user experience, c'est pareil, c'est pas top. On préfère garder l'utilisateur en haleine et justement être capable de donner plus de contenu. Donc, en résumé, voilà, on veut pouvoir livrer quand on veut, mais on veut pas... Non, j'ai dit une connerie. Vous savez, c'est le truc des 100, voilà, 1000 fois une personne. Voilà. Non, donc ce qu'on veut, c'est pouvoir livrer quand on veut. Par contre, on veut pas livrer tout le temps. Voilà, c'est pas quelque chose qu'on veut. Donc on parle de release, mais une release c'est quoi? Alors, comment fonctionne chez Captain Train? On a une partie de bêta,
Ensuite, on commence un rollout de 5%, et chaque jour en incrément. Donc 5, 10, 20, 50, et on finit une release à 100%. Ça se passe sur 2 semaines, donc on a une semaine de bêta avec des utilisateurs choisis qui sont inscrits chez nous, et une semaine où là, on se sert du Play Store pour faire ces rollouts. Mais plus précisément, qu'est-ce qui déclenche la bêta? Nous, on fait ça toujours toutes les 6 semaines. Alors pourquoi toutes les 6 semaines? Donc en gros, il y a une seule règle qui est immuable chez Captain Train dans l'équipe Android, c'est que toutes les 6 semaines, on livre. Et en fait, ça permet justement d'avoir déjà 6 semaines, c'est quelque chose qui nous va bien. Parce que vu la taille de nos features qu'on fait, on est capable d'en embarquer plusieurs dans la même version et donc d'être capable de beaucoup communiquer dessus. À chaque fois, certains utilisateurs attendent nos nouvelles versions et on est capable d'avoir beaucoup de contenu et du coup de les garder en haleine. Et c'est pas trop long justement parce qu'ils vont pas nous oublier. On va être capable de les garder en haleine, de leur dire attention, il y a des nouveautés sur Captain Train, on existe toujours, ne nous oublie pas, on travaille sur le produit, on est là. Et ensuite, c'est le mardi. Alors le mardi, il y a plusieurs raisons. La première, c'est que c'est normalement le jour le mieux pour sortir des choses. Bon, ça, c'est assez empirique. L'autre chose aussi, c'est que ça nous allait bien. Voilà, dans l'équipe, mardi, c'était bien. Mais qu'est-ce qui déclenche plus précisément? Qu'est-ce qu'on fait concrètement? C'est assez simple. On prend la branche de dev, comme je disais au début, on la merge dans master. Et là, on lance le reste de la pipeline. Livraison continue. Qu'est-ce que la livraison continue? Pour nous, en tout cas, c'est 2 étapes principalement. Donc là, c'est pareil, je pense que c'est adapté à l'ensemble des compagnies et des applications. Mais nous, voilà, c'est 2 étapes. La première, c'est les screenshots. Donc, ne négligez pas les screenshots. J'ai vu beaucoup d'applications avec des screenshots un peu dégueulasses. Vous savez, dans la barre en haut, on peut tout savoir de sa vie. Qu'il a reçu un SMS, un mail, un appel, que sa copine, visiblement, lui l'a écrit 10 fois. Voilà, c'est pas des choses qu'on a envie de savoir, c'est pas quelque chose ça va plus perturber votre utilisateur, ça va nuire à votre conversion. Donc vraiment, on va vouloir les automatiser. On va vouloir les automatiser tout simplement pour être sûr d'avoir des screenshots toujours à jour, toujours belles, et on va pouvoir vraiment aider la conversion avec ça. Donc nous, chez Captain Train, on a un outil qui est fait maison, qui est basé sur l'outil UI Automator, qu'on a implémenté. C'est Flavien Laurent qui a écrit ça, pour l'anecdote. On l'utilise tous les jours, toutes les releases, pardon, et grosso modo, je pense qu'on est passé de 4 heures de prise de screenshot à 15 minutes. Donc voilà, et puis 4 heures qui sont vraiment longues. Donc voilà, c'était un vrai gain. Mais on n'est pas obligé d'utiliser toujours tout le monde ne peut pas faire son outil maison, on n'a pas toujours le temps. Une solution, c'est que souvent quand on a des tests d'intégration, des tests d'UI, on peut utiliser Spoon. Et donc Spoon, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il prend des screenshots au fur et à mesure de votre processus, quand vous le voulez. Et en fait, après, il vous génère un rapport. Et en fait, rien ne vous empêche d'aller réutiliser ces screenshots pour le Play Store. Et du coup, vous avez déjà implémenté de toute façon vos tests d'implémentation, donc on est bon. Et après, il y a un nouvel outil. Bon, personnellement, je ne l'ai jamais utilisé. J'ai eu de bons retours dessus. Ça s'appelle ScreenGrabs, qui est fait par Fastlane avec Twitter, il me semble. Et oulala. Et du coup, pardon. Et du coup, voilà. Donc, c'est un outil qu'on peut mettre en place si on n'a pas le temps et qu'on veut aller assez vite. Maintenant, on va s'attaquer à la partie publish, celle qui nous intéresse peut-être un peu plus aujourd'hui. La première chose, c'est éviter les surprises. Donc typiquement, quand je suis arrivé chez Captain Train, je me suis rendu compte qu'avant de déployer, avant de uploader l'APK à la main, et puis les screenshots, drag and drop, on vous testait des choses à la main. Et en fait, l'idée, c'est de pouvoir, si on veut être capable de livrer de façon automatique, on veut justement éviter les mauvaises surprises, donc automatiser les choses qu'on fait à la main. Ça paraît assez logique. Donc il y avait 2 choses principalement qu'on a voulu vérifier. La première chose, c'était les permissions. Alors les permissions, c'est un grand débat de toute façon sur Android, ça peut poser problème, c'est des causes pour lesquelles votre utilisateur va désinstaller votre application. Donc c'est important de bien les maîtriser. Et le problème en fait qu'on a eu une fois en tout cas chez Captain Train, c'est qu'au moment où on bump une librairie, on ne sait pas toujours ce qu'ils vont utiliser. Et typiquement, on s'est aperçu qu'ils avaient changé les permissions d'une des librairies qui nous sont donc appliquées à notre APK au dernier moment, et ça nous a pas fait plaisir parce qu'on n'en voulait pas du tout. Donc l'idée c'était justement de pouvoir vérifier ça automatiquement. Donc la première étape qu'on fait, en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai créé un TU. Voilà, au moins je teste ça automatiquement dès le début de mon process. Ce TU du coup, il est assez simple, je vais juste vous le présenter rapidement, je pense que ça peut servir à pas mal de gens en tout cas qui font les applis Android. L'idée c'est qu'on va chercher le manifeste. Donc on va chercher le manifeste qui est le manifeste mergé.
Alors, qu'est-ce que le manifeste merger? En fait, dans le build d'Android, il y a un moment où il va aller prendre tous les manifestes, donc les manifestes de votre application, les manifestes de toutes vos librairies, et il va les merger tous ensemble. Donc vous allez retrouver avec tous vos services, toutes vos activités, toutes vos permissions, tout ça, tout va se retrouver dans le même fichier. C'est ce fichier-là qu'on va aller analyser, qu'on va récupérer, donc il se retrouve du coup un peu dans la partie build, et on va aller extraire les permissions de ce manifeste. Et on va les comparer aux permissions qu'on attendait. Si elles ne sont pas bonnes, on fail le test, on fail le reste de la pipeline. Ce qui est important en fait, c'est que on n'a pas de mauvaise surprise, on est sûr de nous sur les permissions et c'est un vrai confort. Après, j'ai eu des remarques et je suis complètement d'accord. Il y a deux endroits où du coup, quand on va vouloir vraiment rajouter une permission, on va devoir les mettre. On va y avoir dans le TU et dans le manifeste. C'est un des problèmes de ce TU. Le truc, c'est que nous, on préférait avoir cette solution-là et être tranquille que risquer. Après, chacun ses choix. Le deuxième, c'est une feature un peu importante de toute application Android, c'est la database et les upgrades. Donc, je pense que n'importe qui fait une application Android a un moyen, un moment de stocker en base. La plupart du temps, on va utiliser du SQLite. Et c'est un peu risqué parce que les upgrades, bon voilà, c'est du SQL, ça se passe pas toujours bien. Et en plus de ça, ce qui est plus embêtant, c'est que moi, quand je développe, je pars toujours d'une appli from scratch quasiment. J'ai jamais eu, voilà, je fais très rarement les upgrades. Et du coup, c'est assez risqué parce que si je le fais pas au jour le jour, je fais pas quelque chose au jour le jour, que mon utilisateur fait tout, lui, à chaque fois qu'il met à jour. Donc, il faut être capable de le tester. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit un TU là-dessus aussi. Donc, la première étape, c'est d'utiliser un driver JDBC, assez classique, donc un driver JDBC SQLite. Et ensuite, on va écrire un test. Alors, ce test est un peu plus complexe, donc on va le regarder ensemble. La première chose, c'est qu'on récupère le DB OpenHelper qui va étendre SQLite OpenHelper d'Android. Et ensuite, on va faire deux choses. La première chose, c'est qu'on va récupérer le new database, il récupère une nouvelle base de données, vide, vierge. On applique la méthode onCreate qui va en fait lui passer le script onCreate dessus. Ensuite, on récupère une database telle qu'elle était dans la version 1. Donc la toute première version de notre application. On va lui passer la méthode onUpgrade et donc ça va mettre à jour les scripts d'upgrade de la version 1 à la version actuelle. Ça va les enchaîner et on aura du coup à la fin deux versions dans l'état de notre application actuelle, une from scratch et une par les upgrades. Sur ces deux versions, on va aller extraire les schémas et on va comparer ces deux schémas, est-ce que ce sont bien les mêmes. Donc on va regarder la classe extract schema. C'est la méthode extract schema, pardon, c'est assez simple. On récupère une connexion JDBC. On récupère grâce au metadata la liste des tables. Donc là-dedans, on récupère tout. Hein. Il y a la liste, il y a les tables, il y a les views aussi. On va itérer dessus et on va en fait construire une string. Donc ici, ça sera le table type plus le table name, qui va en fait être une espèce d'identifiant de table, une description de notre table. Et en fait, ce qui fait que du coup, quand on va ensuite comparer les deux schémas et regarder s'ils sont les mêmes, on va vérifier que la table, je sais pas, la table billet, c'était bien une vraie table, c'était pas une vue. Voilà, des choses comme ça. Et en fait, du coup, on peut faire ça pour tout. On va faire ça pour les colonnes. Donc, on va itérer sur les colonnes en fonction de chaque table. Et on va récupérer des valeurs. On va récupérer le column name, le type, est-ce que c'est nullable, et le default. Pareil, on construit une string qui représente cette colonne. Donc, typiquement, la colonne ID qui est non nullable, qui est un integer, et qui a comme défaut, il n'y en a pas. Et dans ce cas-là, on est capable du coup d'avoir un identifiant. Et donc en fait, quand on va regarder ces deux schémas qu'on a construits, on va être capable de dire, ok, la table d'upgrade est bien équivalente à la table from scratch. Parce que la table from scratch, je suis sûr qu'elle marche, je la fais tout le temps. Par contre, la table d'upgrade, je suis un peu moins sûr. Donc là, on peut faire ça pour les tables, les views, les colonnes. Mais on peut aussi faire ça pour les primary keys, les cross-references ou les indexes. En fait, on peut quasiment tout faire. Donc il ne faut pas se limiter. Typiquement, chez Captain Train, on fait tout. Voilà, on vérifie tout et on est sûr qu'au moins nos deux schémas sont équivalents. Le Play Store, notre grand ami. Alors, maintenant il faut gérer le Play Store. Donc ça passe par une console d'abord, puis en fait deux, parce que c'est simple. La première chose, c'est la console de développeur. Donc là, on va aller activer la Google Play Android Developer API. Ensuite, on va qui est là, ouais, j'ai oublié. Ensuite, on va créer un nouveau credential de type Service Account Key. Et ça va permettre de télécharger un JSON.
qui contiendra plein de champs avec des informations très utiles par la suite, donc on le garde en tête. Mais donc du coup on récupère un JSON qui représente en fait notre authentification. Ensuite on va dans la deuxième console, qui est celle du Play Store. On va dans Settings, API Access, et on va linker notre application avec notre application. Notre application sur Play Store, on va la linker avec le projet qu'on venait de créer et d'activer. En fait, parce que typiquement, on pourrait très bien faire ça, on pourrait avoir un seul projet pour plusieurs applications, ou on pourrait avoir plusieurs applications sur le même projet. Étape cruciale, c'est choisissez votre client, HTTP, Java, Ruby, Python. En fait, ce que fait Google, c'est assez simple, c'est qu'il met en place une API HTTP. Il expose une API HTTP, mais il fournit aussi des clients, donc en Java, en Python, et il me semble que Ruby, c'est en version bêta. Et ce qui permet en fait d'interagir avec ça sans avoir toute la partie réseau, des choses comme ça. C'est un peu encapsulé pour nous, c'est pas mal. Donc là, je vais partir sur le client Java parce que évidemment, comme je connais Java tous les jours, je suis plus à l'aise. Donc ça c'est pareil. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un nouveau projet là-dessus. Il faut utiliser une librairie. Donc c'est les Google API Services Android Publisher avec un numéro de version des familles que personne ne comprend. VD-rev20-1.21.0. Voilà, si vous savez m'expliquer bien. Et ensuite, on va pouvoir en fait scripter ça. C'est ça l'idée. C'est qu'on va pouvoir scripter en fait notre mise en production. Oui, alors pour les gens qui font pas d'Android, ça peut paraître un peu bête, mais pour nous, c'est déjà génial. Alors, la première chose, c'est de récupérer un client HTTP. Ensuite, un parseur JSON. Voilà. Et comme n'importe qui ne peut pas aller updater notre application, on a besoin de credentials. Donc on va créer un Google Credential. Il prendra du coup le client HTTP, le JSON parser. Le private key ID qu'on va retrouver dans le JSON qu'on avait téléchargé tout à l'heure de la console. Le account email qu'on va aussi retrouver dans ce JSON-là. On va lui préciser le scope, qui est en fait ici Android Publisher, parce que le Google Credential il marque pour pas mal d'API de Google, donc ils ont fait cette histoire de scope. Et ensuite, on a le private key file from PUM file. En fait, c'est une clé privée, tout simplement, hein, très très classique, qui nous donne dans un JSON. Ouais, bon, pour le terme API, c'est pas top, mais donc du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on l'extrait du JSON, on la met dans un fichier à part, et ça marche bien. Et ensuite, on est capable de créer notre nouveau publisher, donc avec HTTP, JSON et nos credentials. On va préciser notre application name, qui est finalement en fait le package name de notre application. Et on a un publisher avec lequel on va faire Mumuse. Alors le publisher, alors le naming, encore une fois, c'est pas top, donc je vais essayer de décrire. En fait, on va récupérer un edit. Un edit, c'est un transaction manager en fait. C'est l'ensemble des éditions, c'est lui qui va gérer l'ensemble des éditions qu'on va faire ensuite. Cet edit, on va pouvoir ensuite insérer, en lui dire, voilà, je veux faire une nouvelle transaction, en précisant le package encore une fois. On va l'exécuter, on va récupérer un app edit, qui est en fait une transaction. Voilà, faut pas se mentir, moi j'aurais pas fait ce naming là. Mais voilà, c'est une transaction et on va récupérer cet ID de transaction tout simplement parce qu'on va s'en servir ensuite pour tous les autres appels. Donc ça va être utile par la suite. Et ben c'est parti, on va publier. Alors la première chose à publier, c'est les listings. Donc les listings, vous savez, c'est ce qui correspond à la description de votre application. Il y a un titre, une short description, une full description. Et bien là, typiquement, vous récupérez depuis edit un listings, vous créez un nouveau listings et ensuite vous updatez le listings avec le listing que vous venez de créer. Voilà, naming. Du coup, pour l'update, c'est pareil, on file le package, l'ID de transaction, la locale pour laquelle on est en train de travailler, et ce listing. On exécute et c'est parti. Les images, donc c'est plutôt les screenshots en fait. Là c'est pareil, depuis edit c'est toujours pareil, vous allez voir c'est toujours la même procédure. Vous récupérez depuis edit l'images, vous créez un nouveau fichier avec le contenu de votre screenshot, et vous l'uploadez, donc avec package, transaction ID, la locale, le type de screenshot que vous êtes en train de faire et le contenu. Donc au niveau des types, il y a tout qui existe. Hein. Donc vous allez pouvoir faire ça pour du Fun 5, du Tablet 7, du Tablet 9 ou de l'Aware. Donc là, c'est à préciser. Ensuite, l'APK. Donc là, on a fait les screenshots, les listings. Maintenant, on fait les APK. Donc pareil, on récupère depuis edits les APKs. On crée un nouveau fichier qui pointe vers notre APK et on l'upload avec le package, l'ID et le contenu. On récupère aussi le numéro de la version, donc depuis l'APK qu'on vient d'uploader, tout simplement parce qu'on va s'en servir pour la suite. Voilà. On va pouvoir assigner une track. Alors, qu'est-ce qu'une track? C'est tout simplement production, rollout ou en bêta. C'est dans quel channel on va publier.
Donc on récupère une tracks, on crée une nouvelle track en lui précisant la version qu'on vient de traiter, et on update avec package, transaction ID, la track pour laquelle on veut, et notre vraie track. Et il existe évidemment tous les cas, donc le rollout, la bêta et l'alpha. C'est la dernière étape, promis. Il reste l'APK listings. Donc l'APK listings, ça correspond à votre what's new, donc ce que vous écrivez à chaque publication. Donc là c'est pareil, on va le récupérer, on va le créer avec les nouveaux changements, on va pouvoir l'updater, package, ID, la version pour laquelle on le fait, parce que pareil, la track et le what's new est appliqué à un seul APK, et la locale. Et là pareil, la locale on précise. Et ensuite on va être capable de valider et de committer. Donc en fait Google il n'est pas fou non plus, il s'est dit ouais on va peut-être pas les laisser jouer avec la prod n'importe comment et quand ils veulent. Donc en fait ce qu'ils font c'est que en fait, là, la transaction, elle a accumulé tous les changements, elle a vérifié que tout allait bien, mais on va pouvoir valider en fait que cette transaction, quand on va la committer, elle va passer. Donc d'abord, première chose, on la valide. Et nous, typiquement, ce qu'on a fait chez Captain Train actuellement, c'est qu'on a encore une règle qui va se faire à la main pour l'instant, et on dit, est-ce que tu es sûr de vouloir mettre en prod? Parce que tu es quand même en train de jouer avec la prod, tu vas envoyer ça à tout utilisateur. Une fois que c'est parti, tu n'as plus la main dessus en plus, parce que tu peux pas dire, ouais, annule, annule, annule. Non, c'est parti, c'est parti. Donc on va pouvoir vérifier avant le commit. Et donc une fois que c'est commité, c'est bien parti. Et voilà. Là, grâce à ça, on a été capable de publier les listings, les screenshots, l'APK, les nouveautés et la bonne track. Donc là, en fait, on a fait tout ce qu'on fait à la main. Ou on demande au marketing, voilà, les listings, c'est bon, ok, j'ai pris toutes mes screenshots à la main, ok, je upload mon APK, select, machin, j'écris mes nouveautés, et ensuite je drag and drop mes screenshots aussi, voilà, des choses comme ça. Donc là, tout est automatisé. Donc nous, comme je vous explique, là on a fait un outil maison, tout simplement parce qu'on voulait un truc qu'on maîtrisait bien, on avait des règles métiers un peu particulières, du genre, nos screenshots elles sont stockés sur notre JED et on veut y accéder, donc ça on le gère. Mais il y a des solutions qui existent, il y a un plugin Gradle qui permet de le faire, donc vous avez juste à configurer via son API, et ensuite vous êtes capable de réaliser à peu près la même chose. Pour l'avoir testé, il gère à peu près tous les cas, donc là-dessus il n'y a pas de souci, vous pouvez faire tout ce que vous voulez si vous n'avez pas envie de faire le vôtre. Et il y a aussi un plugin Jenkins, si vous utilisez Jenkins, qui permet du coup de faire ça sur le CI directement et donc de gérer cette partie mise en prod après configuration. Donc voilà, donc là on est vraiment passé d'un guide push, donc qui était le début, par toutes les étapes de l'intégration continue. On a généré notre fichier APK, et ensuite on a fait partie de la livraison continue qui est arrivée sur le Play Store à la fin. Voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions, en fait, je suis même plus rapide que ce que je pensais, donc on a 7 minutes, si je ne me trompe pas. Donc, avec plaisir. Oui? Ouais. Alors la question c'était, est-ce que... là, je teste que le schéma, en fait, dans le test de l'upgrade. Est-ce que ça serait bien de pousser un peu plus et de tester, du coup, la validité des données directement? Alors oui, clairement oui. On le fait pas encore, c'est dans mes plans. C'est pas si facile que ça parce que ça demande beaucoup de maintenance. Et en fait, là, l'avantage, c'est que ça demande pas de maintenance une fois que c'est écrit. Parce que du coup, dès qu'on va rajouter une base, on va leur rajouter des données, des choses comme ça. Donc voilà, ça va demander du code en plus. Mais oui, clairement, c'est une bonne idée et quelque chose qu'il faudrait faire. Voilà, si on a le temps et on est capable. Oui, je t'ai pas bien entendu. Alors, bah en fait, alors oui, pardon, excuse-moi. Donc la question c'était est-ce qu'on fait déjà on fait que des tests automatiques ou est-ce qu'on fait aussi des tests utilisateurs? Et en fait, là-dessus, c'est là que rentre en jeu la bêta. Typiquement, la bêta, c'est des gens qui prennent le train plusieurs fois par semaine, on les a sélectionnés, et qui en fait utilisent notre application. Voilà. On a une partie bêta, on a aussi une partie en alpha qui est utile uniquement pour les employés de Captain Train, parce que les employés de Captain Train utilisent Captain Train. Et donc du coup, on est capable justement de faire ces tests-là. Voilà. Donc c'est ce qui nous sert le plus actuellement. Et après, en termes de produits, il y a des tests qui sont faits, etc. Mais nous, en fait, on se sert vraiment de l'alpha et de la bêta afin de vérifier ces choses-là. Voilà, ces tests utilisateurs. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? De gens que je ne vois pas? Non? Oui, pardon, excuse-moi. Oui, oui.
Ah ben, enfin, si, c'est justement ce que ça fait en fait. La méthode onUpgrade du DB Helper, ce qu'il fait en fait, c'est que à chaque fois, chaque migration est incrémentale en fait. Donc si je suis à la version 60 et je pars de la version 1, il va faire de 1 à 2, de 2 à 3, de 3 à 4, de 4 à 5, de 59 à 60. Non, 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 il repasse bien tout à la fois. Ouais. Oui. Alors, la question c'était est-ce qu'un utilisateur peut rater des versions? Donc, rater des versions en termes d'APK, tu veux dire? Si, mais dans ce cas-là, il va quand même passer nos scripts. En fait, on les garde les scripts. On garde les scripts pour le passage de la 2 à la 3, de la 3 à la 4, de la 4 à la 5. Alors, je pars du principe que si je suis capable de passer de la 1 à la 60 en une fois, la 5 à la 10, c'est bon aussi en fait. Puisque c'est. Voilà. Je pense que ça, c'est vrai, hein. Voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? C'est bon, j'ai loupé personne. Bah, je vous remercie.